Alors, le paradoxe, c'est que la dénonciation de la violence croît en effet avec les moyens de s'y opposer. Donc plus on a de moyens de s'y opposer, plus on conteste la violence, y compris de l'État, donc les abus. On trouvera toujours de la violence supplémentaire, par exemple des violences des hommes sur les femmes, des policiers quand ils abusent, voilà, il y a toujours des abus entre les humains et on progresse dans la lutte contre la violence. Mais cette augmentation de la dénonciation, cette augmentation de sensibilité à la violence, et on a raison de la défendre, est un progrès paradoxal. Ce dont il faut se souvenir, c'est que dans les sociétés les plus violentes, dans les dictatures, dans les tyrannies, c'est si violent que vous n'avez même pas le droit de dénoncer la violence. Et donc quand une société est parfaitement calme, quand il n'y a pas de contestation, méfiez-vous, c'est mauvais signe. Ça veut dire que le pouvoir règne, le silence règne. Il y a ce qu'on appelle l'oppression. L'oppression, c'est quand vous n'êtes même pas capable vous n'avez pas le droit de descendre dans la rue, et parfois même, vous ne pouvez même plus ressentir la violence. Je m'appelle Frédéric Worms, je suis professeur de philosophie. Je suis là pour essayer de réfléchir avec vous sur la violence parmi les êtres humains. Je pense qu'il faut appeler tout de suite violence l'acte de vouloir détruire intentionnellement, par la force, faire usage de la force pour détruire un autre être humain qui veut s'en prendre à nous ou qu'on considère comme une menace pour nous. Les théoriciens qu'on appelle du contrat social ont élaboré une théorie qui reste en partie vraie, que par exemple une constitution dans les États démocratiques vient un peu incarner, dans l'idée que pour sortir de ce cycle, les humains décident de transférer l'usage de la force contre les dangers à une autorité commune. Et cette autorité, on l'appelle l'État. Nous transférons notre droit de nous défendre à une seule entité pour éviter que notre droit de nous défendre conduise à la guerre de tous contre tous. L'État est investi du droit de chacun de se défendre, et du coup son usage de la force devient légitime et cesse d'être violent par ce contrat, par cet acte que nous signons, même si c'est une fiction, mais dans la constitution d'un État démocratique, on considère que tous les citoyens ont accepté, par un vote initial, de transférer cet usage de la force pour empêcher la guerre à une autorité qui devient ainsi légitime. C'est pourquoi certains philosophes disent que l'État a ce qu'on appelle le monopole de la violence légitime. Mais évidemment, il y a là un risque, parce que l'État lui-même, comme toutes les choses humaines, peut devenir violent, c'est-à-dire se servir de ce qui doit nous protéger pour nous détruire. Et donc, aujourd'hui, par exemple, on parle même de violence policière, parfois, en notant donc qu'il peut y avoir un abus où l'usage légitime de la force peut redevenir illégitime, disproportionné. Le mot violence policière qui nous heurte. Pourquoi est-ce qu'il nous heurte? Parce que justement, la police est là pour empêcher la violence et pour un usage cadré de la force. Mais évidemment, ça peut déborder comme partout. Il faut donc que l'État démocratique soit pas seulement doté d'un droit absolu à l'usage de la force, mais aussi d'une instance qui contrôle l'usage de la force. Et au fond, je crois profondément que c'est dans cette invention, non seulement du pouvoir, mais du contre-pouvoir, qu'on a les réponses, toujours imparfaites, mais, j'allais dire, les moins mauvaises possibles, aux problèmes terribles des violences entre les humains à tous les niveaux. Mais qui détermine quand il y a violence? Parce que quelqu'un peut exercer une violence sur un autre sans forcément s'en rendre compte et juger lui-même qu'il n'exerce pas de violence, alors que la victime de la violence parlera elle de violence. Qui dit qu'il y a violence? C'est une excellente question. Je pense qu'il y a, heureusement, parmi les humains, je dirais, deux sources de dénonciation et de légitimité de la violence. La première, ça reste le sentiment intime, ce que j'appelle moi le sentiment de violation, le sentiment que notre existence est menacée, notre existence physique mais aussi notre existence subjective, notre moi, le fait que l'autre ne nous laisse plus de place. Mais évidemment c'est très trompeur et surtout ça peut être manipulé, donc il faut se méfier parce que il y a une telle force dans ce sentiment de violence qu'il est instrumentalisé par tout le monde. Tout le monde vous dit, il y a un ennemi qui vous en veut, tout le monde vous dit, défendez-vous, vous êtes menacé, vous êtes agressé. Donc il y a une idéologisation de la violence. Donc il faut beaucoup se méfier. Donc on a une deuxième source, heureusement, de dénonciation de la violence, et c'est le droit, la loi. En fait, on a tort de dire que l'État, c'est seulement la concentration de la violence. L'État, c'est surtout un cadre, c'est des règles. C'est justement un endroit où on va dénoncer la violence. C'est pourquoi on va porter plainte aujourd'hui. Vous avez un sentiment d'injustice, vous allez porter plainte. Il faut donc des institutions. Je crois qu'il faut aussi lutter contre un troisième danger,
qui est l'idée qu'un excès ponctuel, même extrêmement grave, qui doit être puni très fermement, implique que tout l'État, par exemple, est devenu violent. Je crois qu'on n'en est pas là en France, les cadres tiennent, il faut être vigilant, mais malgré tout, la généralisation, dire parce qu'il y a eu un cas, par exemple, je prends un autre exemple, un gynécologue qui a violé une de ses patientes, ça n'implique évidemment pas que tous les médecins sont violents ou violeurs. Hein. Donc, il faut faire attention à défendre d'abord les cadres généraux qui sont le seul rempart contre la violence. On doit donc effectivement lutter contre les abus qui sont possibles, ne pas dire comme si la police était toujours non violente, et inversement ça vaut pour tout le monde, mais vraiment lutter contre les cadres, avec des cadres, et pas non plus dans un cycle infernal et en se disant voilà, l'État en France est devenu violent en général, ce qui est heureusement faux, même si les risques sont vrais. Est-ce qu'il n'y a pas une dimension générationnelle? Par exemple, je pense à la question du harcèlement, qui est sans doute plus évoqué aujourd'hui que par le passé et vécu comme une violence. Ou le terme féminicide, qu'on utilise beaucoup plus aujourd'hui qu'auparavant. Est-ce que cette dimension générationnelle existe pour vous dans la pensée de la violence? Oui, il y a des dimensions générationnelles. Je pense que les générations des jeunes d'aujourd'hui font face à la fois des régressions terribles, des retours de violence archaïques et des progrès paradoxaux dans la dénonciation de violences qui autrefois étaient acceptées. Dans les régressions terribles, par exemple, il y a les attentats terroristes, ou bien le retour de la guerre, ou bien le retour du racisme. Et là, c'est terrible parce que c'est vrai que pour ma génération, par exemple, on croyait que c'était dépassé. Donc de voir revenir la guerre, de voir revenir la revendication raciste, de voir revenir des attentats meurtriers, y compris aux terrasses des cafés ou ailleurs, c'est profondément le retour de la violence archaïque, de la violence primitive. Mais d'un autre côté, on dénonce en effet des violences que les autres générations avaient tolérées. Moi-même, quand j'ai vu venir de nouveau la violence sexiste, je disais, mais non, mais c'est fini. Mais pas du tout. Ma fille me disait, mais à chaque fois que je sors dans la rue, quelqu'un me fait une remarque. Voilà, le féminicide, évidemment que c'est un terme nécessaire. Ça n'est pas juste un homicide en général, c'est le résultat de la violence des hommes contre les femmes. C'est la pointe extrême de cette violence qu'il faut dénoncer. Le fait de la dénoncer est un progrès moral, un progrès politique, et on espère que ça va permettre d'empêcher ces formes de violence. Il y a aussi une dimension qui m'apparaît nouvelle, c'est le fait qu'on parle moins désormais de la violence que de les violences. Alors, c'est vrai qu'il faut parler des violences. En principe, je pense qu'il faudrait mettre ce mot au pluriel et regarder au cas par cas, relation par relation. Donc il y a la violence, par exemple, dans la relation de pouvoir dans une société. Donc ça, c'est la violence politique. Il y a la question de la violence intime, de la violence domestique. Il y a la question de la violence internationale. Donc il faudrait distinguer. Mais en même temps, il faut se souvenir que la violence au singulier reste une menace constante parce qu'elle peut déborder. Tout ça, pourquoi? Parce que nous sommes des êtres vivants et qu'au fond, le sous-bassement, ce qu'il y a de sous-jacent à notre peur de la violence et à notre propre risque de devenir violent, c'est la lutte contre la mort. C'est le fait qu'une menace vitale soudaine peut mener à la violence tout court, au fait de vouloir tout détruire. C'est le fait que cette peur, ce sentiment d'être menacé peut devenir une motivation presque unique. Est-ce que c'est fou d'imaginer une société sans violence ? Imaginer une société sans violence, d'abord il faut le souligner, c'est possible, mais ce n'est pas une société sans conflit. On doit lutter pour une société non violente, mais une société qui, pour autant, ne dénie pas les conflits, parce que les conflits sont là. Et quelqu'un qui dit non-violence au sens aimez-vous les uns les autres, c'est une posture mystique décisive, très importante, mais malgré tout, il faut quand même dire, oui, il faut une société non violente, mais qui reconnaisse qu'il y a toujours des risques de conflit.